Bon, vous aimez l'automobile, ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire et j'ai très envie de vous parler de ce qui s'est passé à la fin août, la Monterey Car Week. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 26 février, on avait sorti une vidéo qui faisait un petit peu la synthèse des grandes ventes aux États-Unis en janvier du côté de la Floride, entre autres. Cette fois-ci, c'est le baromètre estival, c'est la petite péninsule californienne de Monterey qui voit converger de très grands acheteurs, de très grands vendeurs, de très grandes maisons de vente aux enchères, 5, qui organisent durant 4 jours toutes ces ventes. Ça constitue en quelque sorte le baromètre. Ce n'est pas le marché ne fait pas Monterey, mais Monterey ne fait pas le marché, mais toujours est-il que compte tenu du volume, plus de 1000 voitures, et compte tenu des résultats, ça sert de pouls. Et on avait regardé à l'époque que finalement la fin des prix stratosphériques était clairement établie. L'enseignement est un petit peu différent, mais tout aussi étonnant, parce que là on assiste vraiment à une bascule, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. 5 grandes maisons de vente aux enchères, plus de 1100 voitures, 74% de véhicules vendus. On part du principe que finalement ça ne s'est pas si mal passé. On temporise un tout petit peu quand on sait qu'un certain nombre, encore plus important que d'habitude, étaient vendus sans réserve. Donc ça veut dire que globalement elles sont vendues. Pour ceux qui ne savent pas, la réserve c'est le prix qu'indique le vendeur en dessous duquel il n'accepte pas que la voiture soit vendue. Donc sans réserve, globalement la première enchère emporte le lot, même si c'est très bas. Beaucoup de voitures, un tiers, ont été vendues largement sous les estimations. L'autre moitié était dans les estimations vraiment faibles. Pour autant, des records ont été battus, et non des moindres. Mais le constat qui bouleverse, qui révolutionne, c'est qu'on a changé d'époque. Les valeurs refuges d'avant ne le sont plus du tout. Là, il y a une modification totale. Le maître étalon ne sont plus les voitures d'avant. On a bougé, on est sur la période 80-90. On va chercher des prix stratosphériques. Les anciennes valeurs, franchement, ont eu du mal à se vendre, voire ne se sont pas du tout vendus. On va avoir quelques tops et flops. On va faire un petit peu le constat rapidement. Sur 1100 voitures, si on les passe tous en revue, on est ensemble pour 4 jours. C'est pas donc évidemment pas possible. Mais je vais vous donner les plus significatives. Et on commence tout de suite avec la maison RM Auction, qui était, pourquoi la première? Parce que c'est celle qui en dispersait le plus. Ça a duré 3 jours. 8h15 de vente tout cumulé, donc c'était ardu. 16 voitures sans réserve sur 200 présentées, 87% de vente, un chiffre d'affaires comparable à l'année dernière, donc jusque là tout va bien. Les tops, les flops, les tops. Ferrari 250 SWB California Speeder, 17 millions de dollars, somme exorbitante, comme quoi finalement ce modèle garde toute son aura. Deuxième, alors désolé, on reste chez Ferrari, mais c'est une F50. Elle est non seulement sortie du gouffre et de la F40, elle a atteint 5 millions, un véritable record. Comme quoi finalement les acheteurs savent pourquoi cette voiture est tout à fait extraordinaire. Une autre dont on a déjà parlé, la Z8, très peu de kilomètres, qui dépasse les 300 000 $. Donc ça encore, ça montre aussi que tout l'intérêt pour ces véhicules très limités qui constituent une histoire un peu à part dans cette gamme. Et là, je vais vous parler d'une Jaguar. C'est assez rare parce qu'il y a assez peu de Jaguar dans ces spectres de prix. Une XJR 15, vous la voyez, elle est peu répandue, voire on la connaît quasiment pas, qui a frisé les 900 000 $. Là encore, somme très importante qu'on n'attendait pas et elle aurait pu faire partie des voitures non vendues. Les flops, la Mercedes SLR coupée, elle sort pas du bois encore vraiment celle-là, certains exemplaires parfois, mais là non, elle avait très peu de kilomètres, elle n'est pas allée chercher un chiffre incroyable. Autre flop, alors là, 3 flops, la P1, la Koenigsegg et la Vector non vendue. Vraiment, alors là, P1 non vendu, il faut remonter à quelques temps pour pouvoir en trouver. Et autre flop qui reprend ce qu'on avait déjà vu sur les vidéos sur la Porsche, une Speedster en turbo look, première génération, donc très rare. Elle est à peine plus de 210 000 $, qui est franchement pas, bien sûr c'est une somme très importante, mais pas du tout ce qu'on était en droit d'attendre. Voilà pour cette première maison la plus importante, donc déjà qui constitue un élément important de ce baromètre. On passe à la deuxième maison, il s'agit de la maison Bonhams 111, un catalogue un petit peu plus restreint. 73 voitures sur les 111 étaient sans réserve. C'est vous dire à quel point certains vendeurs étaient un petit peu fébriles.
Le maître mot, c'est, on a vu que les commissaires-priseurs avaient quand même vraiment ramé. Les pas d'enchères étaient bien plus bas que ceux annoncés au départ. I'll give you time, you have some time, c'était vraiment le leitmotiv. Allez, on se donne le temps, on laisse les choses se décanter. Bon, mais pour autant, voilà. S'il y a une seule voiture qui symbolise le côté stratosphérique des prix des voitures des années 80-90, c'est bien le top absolu, la 560 SL, la voiture qui a appartenu à la même famille, qui était propriétaire d'une concession Mercedes, qui n'ont donc jamais roulé avec. Elle avait 170 miles, une capsule spatio-temporelle qu'on pourra retrouver, qui a fait 270 000 $, enfin un prix 10 fois, 15 fois supérieur à ce qu'on peut constater. Voilà, ça c'était la partie intéressante. L'autre bout du spectre, 3 flops, et non des moindres, puisqu'ils n'ont pas du tout été vendus. BM 507, une Porsche 959 confort, 959 c'est pas confort, et une Maserati 5000 GT, des véhicules en très bon état qui ne se sont pas vendus. Non pas qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais clairement les prix étaient en dessous des réserves, fameuses réserves imposées par les clients qui n'en démordaient pas, et donc ils sont repartis au volant de leur voiture. Quand même une vraie déception. La troisième maison, Gooding, moins connue de ce côté-ci puisqu'il n'organise a priori pas de vente en Europe pour l'instant. C'est la vente officielle de la semaine. On les sentait peut-être un petit peu plus confortables parce qu'ils avaient que 26 voitures sans réserve sur les 100 et quelques, donc en tout cas le nombre de voitures sans réserve le moins important des 5 maisons. Là, pareil, on pense qu'il y a du très bon et puis on va se retrouver aussi avec des grosses déconvenues. Parmi les tops, je peux vous citer la plus grosse vente, c'est l'Alfa Romeo 8C qui fait un peu plus de 14 millions de $. Quand on arrive à ces chiffres astronomiques, on sent quand même qu'il y a de l'acheteur et que c'est pas si morose que ça. Il y a aussi une Ferrari 333 SP, la version course, qui a participé au Le Mans Série et autres, qui est parti pour 5 et quelques millions, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas forcément des produits faciles à vendre. Et je vous disais, ça souffle le chaud et le froid. Et oui, parce qu'on a vu dans la vente d'avant une 250 SW California Speeder qui se vend, et bien là, elle ne se vend pas. Elle ne se vend pas, on est arrivé à 14 millions, mais elle ne se vend pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul acheteur et qu'il avait déjà acheté avant? Intéressant aussi pour nous, Français, 8 Bugatti, un lot important. La plus importante, la Talente, une vraie, qui ne se vend pas. Donc vraie déception parce que des voitures comme ça, ils sont présents très peu. Donc l'occasion n'a pas été saisie. Ça répond un petit peu à cette idée des talons, voitures refuge valeur, qui sont plus exactement les mêmes. On passe à la F50 maintenant. Et la dernière qui est quand même très étonnante parce que quand on parle de Porsche, généralement ça s'écoule comme des petits pains. On parle là d'une 550 Speeder qu'on a vu souvent sur la péninsule dans les concours d'élégance, qui a fait les 24 heures du Mans, qui est iconique encore plus aux États-Unis parce que c'est dans celle-là que James Dean a perdu la vie au retour d'une course. Et ben elle se vend pas. Très étonnant, elle se vend pas. Alors la prochaine, Brodaro, pareil. Je ne connais pas trop cette maison qui n'organise pas encore de vente en Europe, qui en organisera peut-être pas d'ailleurs. 156 lots, 60 sans réserve, toujours à peu près pourcentage similaire. Les tops, celles qu'il faut retenir. Et là, on revient à la Porsche. Alors, est-ce que c'est un total top ou un top un poil modéré? Parce qu'en fait, elle s'est vendue, mais elle s'est vendue en after sale, c'est-à-dire après la vente, pendant l'adjudication, elle ne sait pas. Quelqu'un est arrivé, a dit bon, j'ai vu qu'elle ne s'était pas vendue, je fais une proposition, et finalement, elle a été acceptée. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la Porsche 959 Confort. On l'avait vu dans la maison de vente précédente, elle ne s'était pas vendue. Là, elle a failli, et finalement, elle s'est vendue. A priori, le prix est de 2 millions. Donc, ce n'est pas non plus une toute petite vente. On reste chez Porsche, mais pas complètement puisqu'on parle du préparateur RUF, RUF, on prononce comme on veut. Alors là, il y avait 2 voitures, des voitures un peu iconiques de ce préparateur incroyable qui s'était fait connaître avec la Yellowbird. On parle quand même de valeurs importantes puisqu'on dépasse le 1,7 million pour la première et de plus de 2 millions pour la seconde. C'est quand même pas anecdotique qu'un préparateur sur une base de Porsche
puisse aller chercher des valeurs aussi importantes, plus importantes que certaines valeurs même de la maison mère. Voilà. Et le dernier top, qui a pu surprendre certains et qui a pu déranger presque des puristes, je parle de la Ferrari 275 GTB, parce qu'elle était entièrement restaurée, mais surtout elle a été upgradée avec un moteur à 6 carburateurs. Voilà, donc elle n'était pas forcément matching number dans son originalité absolue. Elle est allée chercher le 5e score absolu pour ce modèle. Donc c'était d'autant plus surprenant puisque un certain nombre de connaisseurs, d'experts, de bien-pensants n'imaginaient pas une telle destinée pour cette voiture. Bon, rapidement sur les flops, une Talbot Lago 1938, très représentative de ces voitures d'avant-guerre qui ne passionne plus trop les foules, elle ne s'est pas vendue. Et aussi une Ferrari 250 Lusso, mais coup de cœur absolu chez Ferrari, qui ne s'est pas vendue. Voilà, Ferrari n'est plus une valeur refuge et on va en déduire aussi des choses intéressantes dans la conclusion. Mais avant de vous parler de la conclusion, j'en termine avec la dernière maison. Il s'agit de Mecum, pareil, ils étaient assez confiants, ils n'avaient pas forcément beaucoup de lots sans réserve. Valeur refuge, valeur iconique, j'en parlais depuis le début, eh bien prenons la 300 SL qui dans sa version coupée et cabriolet a été vendue à un certain nombre d'exemplaires, on en retrouve dans toutes les maisons. Et globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles n'ont pas à peu près partout atteint les prix attendus. Il en va de même pour une voiture qui, on le sait aux États-Unis, est l'icône absolue. Je veux parler de l'AC Cobra, qui a beaucoup déçu. C'était un très bel exemplaire. Elle s'est vendue, mais elle ne s'est pas du tout vendue dans les estimations attendues. Bon, et comme il s'agit de la dernière maison de vente, j'ai préféré terminer par les tops et commencer par les flops. Pourquoi ? Parce que je vais vous mentionner deux tops de marque américaine. La première, il s'agit de la Ford GT40 qui a tapé plus de 7 585 000 $. Et s'il y avait un bruit, s'il y avait des rumeurs, ça parlait dans tous les coins à l'issue de tous les résultats de ces maisons de vente, eh bien, à n'en pas douter, la Ford GT a subjugué, a estomaqué parmi tout ce qu'on a pu voir. Et la dernière, une Dodge Daytona version EMI qui est allée chercher 3 360 000 $. Alors je pense que c'est un résultat qui parle plus parce qu'il est du côté des États-Unis. Je ne vois pas une voiture comme ça en Europe, en France ou dans tous les pays européens aller chercher ces prix-là, comme une Alpine A110 n'ira peut-être pas chercher aux États-Unis parce qu'il y a une très grosse connotation, une très grand enracinement du modèle dans son pays, mais c'est tout bonnement incroyable que cette voiture, une Dodge, puisse aller chercher des prix que certaines Porsche iconiques, Ferrari iconiques, Jaguar n'ont pas atteint pendant ces ventes. Donc 1100 voitures, énormément de résultats, énormément de déceptions, pour autant des prix stratosphériques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Si on prend comme base de la marque la plus iconique, la plus bankable dans toutes ces ventes, c'est Ferrari. On prend les Ferrari des années 50-60, et bien on constate qu'elles ont vraiment pris une claque. On constate aussi que certaines Ferrari qui étaient très bien vendues les 12-24 derniers mois, à l'image de la 360 GT4 Spider, elles se sont vendues, mais à 30% de moins que les précédentes ventes il y a 12 mois. C'est abyssal comme perte. Et pour en rester encore à la marque Ferrari, la F40 n'ont pas dépassé les 2 millions d'euros. C'est énorme, mais elles se vendaient 3 millions il n'y a pas si longtemps. Et la fameuse Minty, celle qui n'est pas originale de couleur, elle a été très repérée sur les réseaux sociaux, elle a été accidentée, elle s'est vendue à 1,8 million, ce qui a fait un véritable soubresaut, parce qu'il s'il y avait encore une vraie valeur refuge, c'était la F40. Bon, ceci dit, on a vu qu'il y avait d'autres valeurs refuge, ça est devenu la F50. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre aussi? C'est que les exemplaires très peu kilométrés vont chercher des prix stratosphériques. On l'a vu avec la 560 SL qui va chercher 10-15 fois le prix classique. On voit aussi qu'il y a une tendance de marché très stable. C'est tous les véhicules entre 200 000 $ et 1 million de dollars. On peut remettre ça à peu près en euros, c'est la même chose. Les prix très élevés, il y a beaucoup moins d'acheteurs et aujourd'hui ils sont très frileux à mettre autant d'argent en investissement sur ces produits-là. En revanche, il y a une vraie envie de tous les acheteurs de se remettre sur ces produits-là qui sont plus nombreux. Donc ça a été mou,
tout ce qu'on peut lire comme article, tout ce qu'on peut entendre sur les différents commentateurs, on sent que ça a été mou. Je donnerai juste quand même une tendance. Sur les 1100 véhicules, ça s'est vendu pour plus de 1,5 milliard de dollars. Voilà, en 4 jours, ça fait quand même une très belle somme. On n'est pas si loin de ce qui était les ventes l'année dernière. Donc, il faut être sélectif. C'est un marché qui fonctionne bien. Si on voit un peu ce qui s'est passé à la bourse juste quelques jours avant, ça pouvait faire frissonner et se dire que ça n'avait pas du tout fonctionné. Eh bien non, on sent que l'automobile intéresse toujours beaucoup de monde, de nouveaux acheteurs. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un bug à un moment donné sur 2 ventes de tout ce qui était Internet pendant 15 ou 20 minutes. Certains lots n'ont pas eu la chance de bénéficier des ventes sur Internet et Dieu sait qu'aujourd'hui ça représente 30 à 40% de la somme totale que je vous ai donnée. Voilà, donc on est sur une ère qui change, on est sur une matière passionnante et j'ai hâte d'être en janvier prochain pour vous refaire la suite de cette vidéo et pour savoir si le baromètre que les Américains savent nous lancer tous les 6 mois se retrouvera en vrai dans les ventes de l'année prochaine en France. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir et on a visionné énormément pendant les vacances, mais c'est pas grave. C'était un vrai bonheur. Appréciez la chaîne, likez tout ce que vous avez envie de faire. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très vite.